Bonjour, Ciné-Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Midnight Express sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Marseille et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le dealer de podcast, et mes trafiquants sont... Jeff Domenech. Midnight Express, c'est comme Alan. Je le connais par cœur. Atmen Khalif. Rivki pour ce kebab trip. Et bienvenue dans Ciné-Chat. Ciné-Chat. His name is Billy Hayes. His story is true. The movie is Midnight Express. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour ce dîner de contrebandiers et pour parler du film préféré de l'Office du tourisme turc. Un film qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais nous reparlerons de langue un peu plus tard dans l'émission, car pour l'heure, Atmen ouvre les portes du pénitencier et nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé « Jeff, les boules à Istanbul ». Allez, en route, le train de minuit entre en gare. Vous inquiétez pas les gars, j'ai amené du toteux. Alors, Midnight Express, d'après son metteur en scène, je suis parti par rapport à l'interview de Alan Parker. La genèse du film démarre après la sortie du bouquin de Billy Hayes en 76. Billy Hayes qui avait écrit un bouquin que tout le monde connaît, Midnight Express, qui avait été adapté par William Hofer, parce qu'il avait un nègre pour écrire, quelqu'un qui écrivait pour lui, on ne dit plus ce mot-là maintenant. Ça commence bien, c'est ça, l'émission. On l'a dit, hein. Alors, je recommence. Alors, le film, sa genèse, je l'ai un petit peu étudié grâce à l'interview d'Alan Parker dans les bonus DVD qu'il y a sur le Blu-ray et qui raconte que le film lui avait été proposé par Peter Guber, qui était à l'époque président de la Columbia et qui avait acheté les droits du bouquin de Billy Hayes, qui avait écrit sa détention dans un pénitencier en Turquie dans les années 70, après sa capture pour détention de hashish, donc son incarcération très violente dans cette prison turque, dont le nom est imprononçable pour moi, Chagmalin. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette prison, peut-être quelqu'un peut bien dire le nom de cette prison, mais pas moi, j'arrive pas. Pas moi, non. Chagmalina, je ne sais pas comment elle s'appelle. Tu n'as qu'à l'appeler Abracadapod, c'est tout aussi imprononçable. Et après, et son évasion. Alan Parker, après Bugsy Malone, mais quelques courts-métrages, a été invité à New York pour réaliser The Wiz, un film produit par Universal et par la Motown avec Michael Jackson, Diana Ross, un film de sinistre mémoire qui revenait sur l'adaptation du Magicien d'Oz. N'ayant pas du tout aimé le projet, il avait aussi un rendez-vous à la Columbia. Et à la Columbia, ça c'est la grande force aussi, je trouve que le casting aussi des producteurs est très très bon. Peter Guber a vu en lui le bon metteur en scène, un peu à la Costa Gavras, un mélange de Costa Gavras, Friedkin, pour bien réaliser donc au cinéma l'adaptation de ce roman vraiment coup de poing. Et donc, Alan Parker est venu aussi avec son staff de producteurs, David Putnam, avec qui il avait fait Bugsy Malone, et Alan Marshall, qui était un peu un producteur de location, qui l'aidait à trouver les lieux, qui était le producteur un petit peu, je ne sais pas comment on appelle, ce producteur délégué qui s'occupe un peu de rendre un peu le film et de le rendre faisable au niveau de la logistique. Ok. Et donc, Peter Guber lui propose le scénariste, frais et jeune scénariste aussi, qui avait fait beaucoup de reportages, qui est le frémoulu Oliver Stone, à qui ils ont proposé d'écrire le premier traitement. Et alors, ils sont tous partis en Angleterre. Oliver Stone a été enfermé dans un bureau, comme il dit très bien de ce making-of, un bureau à la Dickens, à la Scrooge, très, très enfermé dans une espèce de boutique au fin fond presque d'un soubassement, et il a écrit en 6 semaines le premier traitement de Midnight Express. Plein de cocaïne. Il était plein de cocaïne à l'époque, effectivement, Oliver Stone. Billy Hayes, dont je vais vous parler avant que Jeff nous parle d'Alan Parker, Billy Hayes raconte qu'il était dans une chambre d'hôtel avec Oliver Stone qui était plein de cocaïne et que ça partait dans tous les sens, effectivement. Et que... C'est drôle parce que Oliver Stone, il se désintoxiquerait de la cocaïne sur Scarface. Oui. À Paris, il paraît, en faisant des footings, il avait un appartement au Bois de Boulogne. Ouais. Bois de Boulogne, voilà, on a les mêmes références. Et donc, juste pour finir, Peter Guber le fait lire à Putnam et Alan Parker. Et oui, le scénario est impeccable. Malgré l'interview qu'il a fait de Billy Hayes pendant 2 semaines, il a pris beaucoup d'informations à travers les anecdotes de Billy Hayes qui étoffaient un peu plus le roman. Et il est parti vraiment vers une version un peu plus trash, un peu plus féroce et un peu plus, raciste. Et un peu plus raciste. Peut-être
sans le vouloir, de cette adaptation. Je vais vous parler des différences Voilà. entre le roman et le film, mais pour l'instant, Jeff va nous parler un peu de cette jeune garde de publicitaires anglais, tels que Adrian Lyne, Tony Scott, Ridley Scott et bien Ridley sûr Scott. Alan Parker. Jeff, dans un chapitre intitulé The Alan Parker Project. À toi, Jeff. Excellent. Excellent. Alan Parker, comme vous le savez tous, est né un 14 février, le jour de la Saint-Valentin, Ah, bien sûr. le jour que Roland Giraud et Jimmy Hoffa. Voilà. C'est les anniversaires. Donc, tu parles de toute cette génération de réal. Il y a aussi Hugh Hudson, en fait. Ouais. Et savoir que lorsque Parker a commencé à écrire avec Oliver Stone, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas les tourner en Turquie. Et à cette époque, ils tournaient beaucoup de publicité. Et ils avaient absolument besoin d'avoir des plans, évidemment, surtout un plan sur un pont, le pont de Galata, avec une bagnole qui passe. Ouais. Et comme c'était interdit pour eux de tourner, il a eu l'idée d'aller tourner une pub de cigarettes pour Benson and Hedges, comme on dit. Et il a envoyé Hugh Hudson faire ces plans-là. Et donc, tous les plans d'Istanbul qu'ils ont fait. Mais c'était une fausse pub ou une vraie pub? Non, c'était une vraie pub qui devait tourner là-bas. D'accord. Il en a profité pour faire les plans qu'il voulait en Turquie, à Istanbul. Et Hugh Hudson est revenu avec les plans de la Turquie qu'Alan Parker. Mais la grande Milena Canonero, qui fait les costumes du film, est partie en Turquie aussi, avec sa sœur, je crois. Marlène, sa sœur, pour faire des photos là-bas des uniformes des policiers turcs, parce que sinon on les aurait pas laissés si elles avaient dit qu'elles étaient en repérage. Car comme tu l'as dit, le film a été, on comprend pourquoi, très mal reçu dès la lecture du scénario par le gouvernement turc, et ils ont été obligés d'aller à l'île de Malte. Dès le roman, hein. Moi j'ai lu que c'était dès le roman, pas dès le scénario. Déjà, ça partait mal dès le roman, qu'ils avaient quand même... Parce que quand on leur a dit qu'ils adaptaient le roman du Midnight Express, ils ont été très, très, très frileux tout de suite, les Turcs. Ils ont même interdit, ils ont fait pression sur d'autres gouvernements comme l'Espagne et l'Italie pour pas qu'on tourne ce film là-bas. Hein. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Mais Jeff, tu peux nous parler encore un petit peu plus de Alan Parker et de sa carrière à ce moment-là, ouais. Derrière ça, donc il avait fait ce film avant dont tu as parlé, Bugsy Malone, et derrière il a enchaîné quand même des films qui sont restés quand même dans l'histoire du cinéma, que ce soit Fame, The Wall, Birdie, Angel Heart, Mississippi Burning. Ouais. Moi, Chicago Commitments, j'ai beaucoup aimé. J'aimais moins ces derniers films, le Dr Kellogg's, Evita, tout ça. J'ai moins accroché. Il y a une baisse. Mais lorsqu'il est venu à Cannes, donc présenter ce film en 78, ils sont arrivés, ils étaient tous les quatre. Il y avait Billy Hayes, John Hurt et Brad Davis, dont on parlera tout à l'heure. Le film a été évidemment, ça a été un choc. Marc Exposito m'a expliqué qu'il était à la production du film. Il m'a dit que c'était un choc pour eux. Ils se sont rendus compte que c'est un film qui a quand même marqué l'histoire du cinéma. Et Parker, lui, contrairement à Oliver Stone, ne s'est pas excusé par rapport au fait ce qu'il a dit de la Turquie dans le film. Il a assumé complètement son film jusqu'à la fin de ses jours. J'ai eu la chance de le rencontrer, Alan Parker. Donc j'ai posé pas mal de questions sur le film. Cool. Et je lui ai même montré mon adresse mail. Il m'a dit, je suis jaloux de ton adresse mail parce que mon adresse mail commence par Midnight Express. Voilà. Tu veux pas donner toute ton adresse email pour que nos avocats d'amis puissent te joindre online? Il y a deux trucs derrière. Et donc Parker Alan Parker téléphone. Excusez-moi. Bon, on va continuer sans lui. Bon, comment tu vas? Non, mais on va l'attendre parce que sinon, je pense qu'il a dû arrêter l'enregistrement. Non, c'est bon, vas-y, continue. Comme tu as dit, Alan Parker fait partie de toute cette génération de cinéastes qui ont débuté dans les années 70 et qui ont vraiment explosé dans les années 80. Alors, c'est pas quelqu'un qui a reçu beaucoup de prix, il a jamais eu d'Oscar, malgré les films magnifiques qu'il a fait. Le film en a eu deux. Il a eu des nominations pour Mississippi. Il a eu des nominations, mais il a jamais été il a jamais été ni Palme d'Or ni Oscar. Pourtant, pour moi, c'était un immense réalisateur et qui a fait des films qui sont restés dans l'histoire du cinéma. Pour moi, Birdie fait partie quand même de ses plus grands films à titre personnel. Moi, j'ai une petite anecdote sur Fame qui m'a fait rire, Atman. Il y a le professeur de l'école, la vraie école de Fame à New York, qui voulait pas que Alan Parker aille tourner chez lui parce qu'il voulait pas qu'il fasse pour les écoles de New York ce qu'il avait fait pour les prisons turques. La véracité. Et c'est lequel? C'était parce que celui qui est barbu là dans Fame, je crois que c'est un vrai professeur de piano là. C'est très possible. C'est peut-être lui dont tu parles. C'est très possible, effectivement. Mais on peut parler un petit peu maintenant, si vous voulez, des différences entre le livre et le film, parce que Billy Hayes, effectivement, n'a jamais tué personne en prison. Il n'a jamais arraché la langue de Rifki et il s'est sauvé difficilement dans une barque pour passer en Grèce. Mais il y a une anecdote qui est intéressante, c'est quand il a montré le film à Billy Hayes, Alan Parker, Billy Hayes qui ressemble un petit peu au blond dans le Lagon Bleu, t'as vu? Avec cette espèce de franche coiffure blonde. Et Billy Hayes lui a dit,
Billy Hayes lui a dit, mais pourquoi t'as pas mis mon évasion dans la barque? Parce que c'est ce moment-là où je suis revenu à la vie en entendant la nature autour de moi, etc. et tout. Et Alan Parker lui a simplement répondu, quelles 45 minutes du film tu veux que j'enlève? Parce qu'effectivement, le film faisait déjà 2 heures et il avait raconté son histoire dans cette prison. J'ai pensé que ça aurait presque pu faire une pièce de théâtre, ce film, tellement c'est claustrophobe par moments, si vous voulez. Et les autres différences également, c'est que Amidou n'est donc pas mort empalé sur une patère, tu sais, C'est pas terre. mais il est mort un peu plus comme dans un truc de gangster, et c'est très cinématographique. Il était à la terrasse d'un café, pas très loin de la prison, en train de boire un thé à la menthe, et il y a un ex-détenu qui venait de se faire libérer, qui est sorti et qui lui a mis 8 bastos dans le buffet, genre le parrain. Comme dit le proverbe, qui a vécu par le cimeterre périra par le cimeterre. On est resté un petit peu comme presque, c'est la vengeance d'un prisonnier, quoi. C'est vraiment. C'est ça. Non, mais en plus, il a fait un mélange parce qu'il racontait que c'était au sanatorium qu'il avait commencé, il avait repéré l'évasion. Et on l'a à la fin du film. Il veut rejoindre le sanatorium et c'est là où il prend des libertés avec cette fameuse scène où Amidou traîne Brad Davis, Billy Eyes, le personnage, dans justement le vestiaire des gardiens. Et on en parlera plus tard. Tu as vu, quand il l'emmène par la main, on dirait un petit garçon. Un petit garçon, comme il amène ses 2 enfants. Fragile, exactement. Les 2 petits gros, ouais. Ouais, c'est ça. Une scène terrible. Ouais, c'est un truc. Non, mais le film vraiment a été un impact à Cannes. Moi, j'étais très, très jeune et on entendait vraiment cette rumeur chez les gens qui aimaient le cinéma, comme moi, Christian F. Il fait partie de ces films-là, de ces films coup de poing, comme après L'Exorciste, où le film, vraiment, les gens l'attendaient avec le côté sulfureux interdit au moins de 18 ans. Et juste, pour la faire court, la Columbia l'avait envoyé à Cannes pour le détruire. On envoyait les films anglais à l'époque pour briser en fait les metteurs en scène qui attendaient des gloires. Et la Columbia dit, ils vont se faire ramasser là-bas. Ça va être une grosse merde. Ça coûtait que 4 briques. On le sortira sous le manteau et personne ne viendra nous faire chier. Et en fait, tu sais, c'est Jeffrey Katzenberg qui a appelé le festival de Cannes le baiser de la mort, the kiss of death. il a raison. Pour certains films, il a raison. Mais il est passé à minuit. Il n'est pas passé en truc. Il est passé tard. Hein. Comme son nom l'indique, l'Express de minuit. Je sais pas à quel moment de votre vie vous avez vu ce film pour la première fois. Moi, c'est mon père qui avait ramené une VHS pirate à l'époque, dans les années 80. Ton père, c'est Jack Sparrow, Jeff. Voilà. Et le film n'était pas sorti en VHS encore. Évidemment, j'avais interdiction de le voir. Moi, il m'avait loué un Bud Spencer et un Terence Hill. Et lui, il avait loué Apocalypse Now et Midnight Express. Pour l'instant, la première vision que j'ai eue de Midnight Express, c'était l'audio. J'entendais le son, j'entendais cette musique, etc. Donc, j'avais une dizaine d'années. Hein. Et évidemment, derrière, j'ai découvert le film. Et quand tu vois ce film-là, tu as 10-12 ans, waouh, tu te prends une claque. Parce que je crois que c'est le premier film. Je dis pas que je me suis identifié au personnage, mais tu te mets à la place du mec et tu souffres avec lui. En fait. Et, c'est la première fois où tu te mets à la place du personnage. Moi, c'est la première fois que ça m'est arrivé en voyant un film où tu souffres avec le gars. Tu te projettes vraiment, tu souffres avec lui. Moi, j'ai mieux, je suis plus sans faire de surenchère. Moi, c'est ma sœur. Ma mère était partie en voyage, ma sœur nous gardait. On avait un magnétoscope VHS et non parce qu'on a découvert. Après, je l'ai vu plus tard dans un festival à Montpellier. Mais moi, je l'ai vu. On a loué L'Exorciste et Midnight Express. Donc en 2 jours, j'ai vu L'Exorciste et Midnight Express. Wow. Et je trouve même qu'il y a des similitudes que j'expliquerai plus tard avec le début en Irak, la même façon de filmer. Ouais, c'est vrai. La porte, vous voyez à un moment donné quand on torture Randy Quaid avec ce plan qui avance doucement avec cette musique, avec cette espèce de sourate un peu chantée comme ça sur la porte. On a la même porte dans l'escalier de L'Exorciste. Il y a beaucoup de similitudes moi qui m'ont traumatisé. Moi, ce film m'a traumatisé. Et j'ai appris ce que c'était la drogue. Et sans vulgarité, tu feras ce que tu veux, tu couperas. J'ai appris aussi ce que c'était une branlette. Voilà, c'est tout. Bah moi, j'ai appris aussi. Je savais pas du tout. Tu sais que attends, excuse-moi, mais au sujet de la drogue, c'est la même année que Faut trouver le joint. Donc moi aussi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de hashish et de buzz avec ces 2 films. Mais moi, je sais pas pour certains, moi, ça m'a carrément interdit dans ma tête d'aller fumer un joint ou de la drogue. Et la branlette, tu as arrêté immédiatement aussi. Évidemment. Moi, j'avais l'esprit moins tordu que vous parce que je pensais que j'avais 10 ans. Je pensais que c'était des tablettes de chocolat qu'il avait au début sur le lit. Ah ouais. Le chocolat, c'est dans le papier alu. Mais ouais, moi, je suis de la campagne, monsieur. Je suis pas de la ville. Hein. Juste parce qu'on est sur ce sujet-là, et la malchance de Billy Eyes, et Brad Davis dans le film et Billy Eyes, c'est qu'il s'est fait arrêter à un moment donné. Il y avait une énorme répression du terrorisme et il aurait pu passer le truc, mais les gens attendaient vraiment des terroristes. Mais ils le disent dans le film, le personnage joué par Bo Hoskins, qui joue le mec du consulat américain, qui fait très peur. D'ailleurs, c'est un acteur de Peckinpah, un cow-boy qui est formidable. Il le dit, il dit que c'est à cause effectivement de ce qui se passe, des avions qui sont shootés, etc., et des problèmes de terrorisme.
Et tu sais que c'est la quatrième tentative, en fait. Dans le film, ils disent que c'est la première fois qu'il était avec sa copine à l'aéroport, mais il n'était pas avec sa copine à l'aéroport. Billy Hayes, il était tout seul, et Des c'était la plusieurs fois. quatrième fois qu'il passait. Et c'était à cause de ces recrudescences d'attentats qu'il s'est fait avoir, parce que les trois premières fois, il a eu aucun problème. Même une fois, il était dans l'Orient Express, et il était couvert de hashish comme d'habitude. Et ça a commencé à sentir dans le wagon. Et heureusement, il raconte lui-même dans un podcast qu'il était avec des grosses femmes bulgares qui mangeaient du saucisson et qu'il y avait une odeur immonde dans ce wagon et qu'en Ouais, fait, ça lui a sauvé la vie quand le douanier est venu checker son passeport. mais vraiment, le hashish, on faisait la contrebande comme ça rapportait beaucoup d'argent aux États-Unis. J'en ai Mais aucune idée. oui, il le dit. Billy Hayes, son surnom à l'époque, c'était Crazy. Et quand il est arrivé à New York en 69 avec tout son hashish, les trois fois où il est passé avant qu'il se fasse pécho en 70, il dit, j'étais le roi de New York. Tout le monde venait chez moi et Ah, tout. putain. Ah ouais, parce qu'il avait le Ouais, meilleur d'accord. hashish du monde à une époque où c'était pas Easy Rider 69. Tu vois, c'est une époque où ça Moi, j'ai pensé commençait que à. comme en Turquie, il y avait tous les réseaux qu'avait utilisé la French Connection qui ramenaient de l'héroïne. Moi, je pensais qu'ils avaient un peu édulcoré le personnage en faisant tremper du hashish pour le rendre plus innocent. Je pensais que c'était ça, moi. Non, il y a un truc qu'ils ont enlevé, c'est qu'il était homosexuel en prison. Il s'est véritablement mis en Ouais. couple avec ce Suédois, alors que là, ils ont édulcoré ça, montrant qu'Hollywood n'était pas prêt pour une relation homosexuelle à l'époque, alors qu'ils étaient prêts. Parce que c'est vrai, Non, c'est le côté Margoulen des producteurs. Je pense que les mœurs ont changé. Je pense qu'en 77, je pense que le public du Maine, le grand public américain ne serait pas identifié à lui. c'est Si en ça. plus il avait été homosexuel, je dis, mais, excusez-moi du terme, mais qu'il crève dans cette prison, je pense que certains se seraient dit, quoi, va dire Ah, le gars. absolument, absolument. Mais en Voilà. dehors de l'homophobie, C'est raciste aussi, c'est aussi homophobe. parlons un peu de la turcophobie du film, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun des personnages turcs qui est sympathique. Il n'y en a pas un seul pour racheter Il n'y a l'autre. pas un Turc pour acheter un autre, là. Voilà, c'est tous des monstres et c'est Mm. ça qu'on leur a reproché parce qu'effectivement, tu verrais ce film aujourd'hui, il y aurait au moins des détenus, des gens, alors que là, ils sont tous Ouais, ben, c'était peut-être aussi bordure, le fait frics. Ouais, mais en fait, tu vois, dans la prison, tu peux pas en faire un club med. Je pense que les prisons en Turquie des années 60-70, c'était pas Oui, mais tu peux un mettre un endroit où il y avait prisonnier vraiment turc. beaucoup de problèmes. Tu peux mettre un prisonnier turc qui raconte que la Turquie, c'est pas que ça, qu'il a de la famille, il peut être ami. C'est-à-dire Ouais, que ouais, en fait, vraiment, les Américains. c'était pas le guide du routard, le film. Lui, il a montré, je pense que c'était une volonté d'Oliver Stone, il a bien expliqué. C'était pas forcément la Turquie qui était visée, c'était tous ces gouvernements-là de l'époque, le Chili, l'Argentine, Tout etc. à Je fait. pense qu'il a, tu vois, c'est ça qu'il a voulu faire. Et, évidemment, il n'y a pas de scène en extérieur. Les seuls mecs qu'on voit, de toute façon, c'est des mecs qui sont dans des bars, qui fument la chicha, des gardiens de prison et des prisonniers. Mais c'est vrai, il n'y a pas une fille, il y a pas même les enfants qu'on voit, c'est des violeurs, c'est des tueurs, les Oui, gamins, ils se font c'est des tabasser, tu vois. On n'est Après, pas loin de l'univers de Mad Max, effectivement, et à cause du film, Billy c'est- Hayes ne peut pas retourner pendant 30 ans en Turquie. Il est fiché à Interpol. Il y est ouais, retourné en 2000 et quelques et il s'est excusé parce que ce qui lui a fait beaucoup de mal, c'est la scène qu'a écrite Oliver Stone, qui est la scène du procès. Parce que dans la vie, bien Billy sûr. Hayes, il a simplement dit I forgive you. Il n'a pas dit I fuck your daughter, je baise vos filles, vous êtes des porcs. Oui, Et mais c'était moins il y a une phrase, attendez, cinématographique. expliquez-moi une phrase que je n'ai jamais compris déjà quand je l'ai vu enfant et quand je l'ai vu revu il y a 2 jours. Il dit pour un peuple de porcs, c'est curieux que vous n'en mangiez pas. Or, pourquoi est-ce que des porcs seraient cannibales? Pourquoi ils mangeraient? Parce que les porcs sont omnivores, ils mangent de tout. Ah, merci. C'est ça. Ouais, et c'est quelqu'un d'origine maghrébine qui te le dit. En plus. J'ai beaucoup bossé, hein. J'ai beaucoup travaillé. Pour fermer la petite parenthèse turque, quoi qu'on puisse dire de film, un film n'a jamais tué personne. Midnight Express n'a pas de sang sur les mains. Tu sais comme ils disent dans Scream, les films ne créent pas les serial killers, ils les rendent simplement plus créatifs. Mais évidemment, le film a plombé la Turquie au niveau du tourisme, etc. Mais D'accord, mais ça même reste pas- encore, même encore. D'accord, mais le film. 75% de moins de tourisme, je crois, ils ont pris. D'accord, Mais en donc plus- donc les Turcs se sont offusqués de ça, d'accord. Par contre, il y a eu plus d'un million de personnes décédées au génocide arménien et ils n'ont toujours pas assumé, ils s'en offusquent pas. Voilà. Mais tu l'as justement dit, comme les Turcs déjà, parce que il y a cette approche anglaise de la Turquie. Moi, pour moi, la mauvaise image du Turc, elle démarre déjà sur Laurence d'Arabie. Quand Joseph Ferré viole, comment il s'appelle, Laurence d'Arabie dans le film Laurence d'Arabie, comment il s'appelle, Peter O'Toole, dans cette scène où il est fait prisonnier par les Turcs. Vous vous rappelez Ouais. cette scène Ouais. où il le déshabille avec sa peau blanche, Joseph Ferrer, il joue le chef des Turcs et il le viole, quoi. Donc, Ouais. on a Non, déjà mais cette c'est un première- film que n'aiment pas les Turcs non plus, Laurence Non d'Arabie. plus, voilà, où ils se font massacrer par le Peter O'Toole. Donc, on a déjà cette image-là. On a déjà cette image que racontent très, très bien les Anglais dans toutes les incarcérations. Moi, c'est mon grand premier film carcéral. Moi, je passe de La Grande Évasion, où l'Allemand, très Papa Schulz, voilà, même si c'est très, très dur, La Grande Évasion. Dites-moi, à propos, quel est votre film de prison préféré, Jeff?
Celui-là et Les Évadés, je dirais. Bah oui. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Ouais, ouais. Moi, Shawshank j'aime bien, Redemption, c'est j'aime bien un prophète aussi. J'aime bien. ouais, j'allais dire le prophète, mais moi c'est La Grande Illusion et L'évadé d'Alcatraz. Lequel? Pas celui avec Burt Lancaster, celui avec Clint Eastwood. À Prophète. propos du prophète, si tu repenses à l'affiche du film, C'est la ils même. ont pris le même code couleur que Midnight Express et le Wow. visage de Tahar Rahim brillait dans l'air. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil qu'ils ont fait. J'adore le prophète aussi, hein. Mais tu Ouais. m'as demandé de choisir un film. Je suis Ouais, mais resté alors, en ami. je trouve que comme le film est allé à Cannes, pour parler de, j'en avais discuté avec un ami, ils ont envoyé le film sur un truc d'auteur en fait, ce qu'ils voulaient faire pour que le film ait tout son prestige et tout, mais ça a été une erreur en fait parce qu'ils l'ont vendu comme un Midnight Express. Et c'était pas vraiment ça parce que le mec sortait dans un prophète et qu'il y avait une vraie histoire policière dehors. Ils l'ont regretté un peu parce que le film a fait moins d'entrées que s'il a été sorti comme un film coup de poing d'auteur banlieue. Voilà, moi je trouve. Enfin bon. Mais Billy Hayes dit dans son interview c'est une histoire quand même de privilège blanc, comme on dit aujourd'hui. C'est qu'en fait, on l'a pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas osé le toucher en prison parce qu'ils savaient qu'ils perdraient leur job si jamais il y avait un blanc qui avait des problèmes en prison, etc. Et il raconte qu'effectivement, ça lui a sauvé la vie. Mais quand il parle de son expérience, il raconte toujours la même chose. Et c'est une espèce de laïus où il est une espèce de mélange de James Bond, de Robin des Bois. Il se fait bien mousser. Il est, il est assez curieux, ce Billy Hayes dans la vie. D'ailleurs, il est Ouais. assez représenté par son arrogance assez bien dès le début, quand il sort de sa botte, le hashish, par exemple, quand il croit qu'il va sortir, quand il croit qu'il n'a rien fait. D'ailleurs, Ou quand il rit, quand on prend la photo, tu sais. Voilà, quand il fait la photo, voilà. Et cette arrogance-là, elle est bien transcrite. Et des fois, à un moment donné, on n'a pas vraiment envie d'être avec lui. Et ces 2-3 ans qu'il prend après ce truc, on se dit, bon, ben, pourquoi pas. Après, c'est vrai que quand il est à perpétuité, on n'en veut pas, mais pour revenir une dernière fois sur la représentation des Turcs, ce procureur qui regarde les cuisses de la secrétaire au début, il n'y a pas un moment où il ne passe pas, même à la fin, avec les déviances homosexuelles d'Amidou, il n'y a pas un moment où on les sauve. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un moment où on dit, il y a un prisonnier qui dit, tu verrais la Turquie, c'est beau. Exactement. Il n'y a rien. Je veux dire, J'ai donc, passé mes vacances en Turquie, hein. J'ai oui, adoré alors, l'accueil. J'ai adoré l'accueil des gens. Istanbul est une ville s'il n'y magnifique. avait pas le Galatasaray, on dirait pas. Mais regarde son avocat, ce gros, parce que Alan Parker adore filmer les gros. Il y a un gros flic dans Angel Heart aussi que j'aime beaucoup. Et Tout à fait. les gros prennent très bien la lumière. Et cette espèce d'avocat véreux turc, c'est quand même un personnage hallucinant. Il joue très bien l'acteur d'ailleurs. On dirait Dario Moreno, mais Dario Moreno. Dario Moreno, ouais. Et cette espèce de forme qui a un poste, qui était turc d'ailleurs. Ce transistor sur lui, là, avec ses seins à l'air, le gros, là, qui est dans Incroyable Ah, personnage. oui. Voilà, c'est des personnages très, on dirait, Où de il est là? la guerre Il des sort du étoiles, hammam. là. Lui, c'est le Flavor Flav. T'as vu Oui, c'est ça. C'est Jabba the Hutt, un peu. Tu sais, le mec qui est à côté de Jabba qui danse dans le retour du Mais Jedi. c'est un comique. T'as vu, c'est un comique. C'est comme John Belushi en prison, ce gros turc. Il est fantastique. Ouais. Un eunuque. Moi, j'aurais dit que c'était un eunuque, tu sais. Oui, c'est ça, tout à fait. Il a un côté mille et une nuits. Oliver Stone gagne l'Oscar du meilleur scénario. C'est son premier Oscar. Et Giorgio Premier scénar. Moroder, parlons un peu d'une des cartes maîtresses du film, Giorgio Moroder, qui gagne également un Oscar très mérité pour la musique. Bon, on avait tous le disque, j'imagine, même le vinyle. Ouais, moi, j'ai la pochette, je la retrouve plus. Quoique. J'ai la pochette, je voulais la sortir. C'est pas grave, c'est pas très parlant en podcast, mais effectivement, c'est une musique électronique extraordinaire. C'était les débuts de la musique électronique. Et tu as vu, il y a même des itérations un peu de musique turque dedans par moment, et ça ferait l'identité du film et apporterait un plus autant que Morricone au film de Léon, à mon avis. Parker avait dit l'avantage de la musique de Moroder sur ce film, c'est qu'on pouvait la couper à n'importe quel moment, comme elle était assez saccadée, tu sais. Ouais. Et surtout dans la première scène de poursuite quand il court dans les rues d'Istanbul. Ouais. Et il a dit, il était très malléable par rapport à ça, Moroder, mais le jour où il a eu son Oscar, il nous a interdit ensuite de couper ses musiques dans les films. Ouais. The Chase dont tu parles est une musique qui a été vachement utilisée après sur des reportages, beaucoup sur des reportages sur le Moyen-Orient. Moi, je voyais une émission qui s'appelait comme un peu la musique de Jean-Michel Jarre, des reportages sur une émission de FR3 qui s'appelait Mosaïque, et on passait beaucoup cette musique-là. Mes parents qui regardaient un petit peu les comptoirs coloniaux dans une émission de FR3, il y avait cette musique-là, alors que moi, je préfère celle qui est le thème de Midnight Express, qui avait même été... voilà, en parlant de musique, tu as remarqué qu'il y a un cliché dans les films américains en général. À chaque fois qu'on passe dans le désert, tout à coup, sur la bande-son, tu as une voix de muezzin qui parle derrière. Qui a à fond. Il y a souvent d'ailleurs l'appel à la prière, ce qui rend d'ailleurs ce peuple-là vraiment, je veux dire, qu'il le stigmatise d'un coup, quoi. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la même langue, on n'est pas du tout dans le même pays. Ouais. Et tu sens vraiment qu'à partir de la Grèce, il y a le continent
occidentale, vraiment les États-Unis, l'Angleterre et tout. De l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a vraiment le mur commence là, quoi. C'est quand même assez horrible, je trouve, pour les Turcs, quoi. C'est assez horrible. Il y a une scène où on entend l'appel à la prière. C'est quand Max, le personnage de John Hurt, retrouve son chat pendu. Ah oui, tout à fait, voilà. Très belle cette scène-là. On voit que Ridley Scott casterait John Hurt et le chat pour Alien. Et l'alien, c'est qui? Parce qu'il faut qu'on en parle, c'est Rivki. Attends, on n'avait pas encore au casting. Moi, je voudrais terminer On sur fera le Moroder. casting après, ouais. Je voudrais terminer sur Moroder pour dire que c'était quand même le premier score de musique électronique. Après, il y aurait les Warriors, tu sais, Barry Warzone, et des scores extraordinaires. Mais le premier score intégralement électronique, et il a travaillé avec Donna Summer. Il a quand même marqué l'électro et le disco de façon spectaculaire. Il était italien-allemand. Il a fait 4 People. Je ne savais pas qu'il avait écrit la chanson de Bowie, With the Gasoline. Shout out à Romain. Il a fait Scarface aussi, non, je crois. Ouais, exactement, Scarface, j'allais le dire. Mais il y avait pas, justement, tu l'as en parlé tout à l'heure, il n'avait pas travaillé avec Alan Parsons Project sur le, je crois qu'il a travaillé sur. C'est possible. En tout cas, il a été ramené par Daft Punk, qui a ramené aussi Paul Williams parce qu'ils étaient très fans probablement de sa musique dans les années 80. Et en 2021, il était en studio, le Giorgio, You Go Giorgio, il était avec Duran Duran à 81 ans en studio en 2021. Donc il continue. Je crois même qu'il a travaillé avec Céron. Très probablement, effectivement. Le batteur luxembourgeois, je crois, je ne sais pas de quelle nationalité il est, mais que j'aime bien, moi, Céron. Ouais. Il avait fait aussi American Gigolo, non, Giorgio Moroder? Exactement. Call Me avec Debbie Harry, une chanson extraordinaire. Tu sais qui a remis l'Oscar à Giorgio Moroder? Quel acteur? Un acteur-chanteur, allez. Non. Un ami de Jerry Lewis. Allez, je te dis tout. Dean Martin. Bravo. C'est ça. Pas compris qui a étudié Jerry Lewis, Dean Martin. Et c'est Lauren Bacall qui l'a remis à Oliver Stone, je crois. Et premier scénario, premier Oscar. Hein. Ouais. Alors, juste une dernière fois, pour revenir une fois sur le scénario d'Oliver Stone, moi, je trouve qu'il y met beaucoup du Vietnam, il y met beaucoup, comme tu disais, de tout ce que va faire après Costa Gavras sur ces prisons, tu sais, sur toute cette espèce de junte militaire que tu retrouves quand même un peu, il y met des choses très, très trash. Dans Missing, ouais, ou dans Z, ouais. Voilà. Et cette façon de filmer qui vient des reportages du Vietnam, qu'a rajouté un peu Alan Parker, de filmer d'un tout petit peu de loin la violence, tu vois, pas de très près pour qu'elle devienne, mais très, très, très réaliste. Et c'est ça qui rend le film vraiment viscéral pour nous quand on le chope dans les années 80. On sait pas si c'est du reportage ou de la fiction. C'est vrai. Pour finir avec Oliver Stone, il y a une phrase qui m'avait marqué dans le film. Je pense que c'est Oliver Stone qui l'a écrite. C'est quand il est dans son asile d'aliéné. Il dit il y a un gars qui dit un bon Turc marche toujours vers la droite. À gauche, c'est pas bon, c'est communiste. La fameuse scène de la roue dont nous allons parler un peu plus tard. Mais pour l'heure, peux-tu nous parler un petit peu, Jeff, de Brad Davis? Ce cher Brad Davis, alors il est né un 6 septembre, comme Michel Bouquet et Nadine Morano. Voilà. La rubrique anniversaire de Jeff. Voilà. Il était donc, et il a quand même, je trouve, il a une similitude avec Devers. Il était dans son enfance père alcoolique, mère dépressif et abusé sexuellement, donc ça n'a pas dû être une enfance facile pour lui. Sachant qu'il avait fait juste un petit film juste avant qui s'appelait Plein Gaz, avant Midnight Express avec Ron Howard. Il avait tourné dans cette série qui s'appelait Racine. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, j'adore. Racine, voilà. Roots. Et le deuxième film, donc c'est Midnight Express. Et ils sont nombreux à postuler. Parce qu'il y a la prod évidemment qui veut recharger. Dans tous les prods, ils voulaient recharger visiblement à l'époque. Il y avait Kurt Russell aussi, Kurt Russell, Travolta, même Mark Hamill a voulu postuler. Ouais. Et en fait, en finale, il s'est retrouvé avec Dennis Quaid. Mais Alan Parker a pris fait et cause pour Brad Davis parce qu'il aimait sa fragilité, c'est ce qu'il avait dit. Sa vulnérabilité, oui. Donc, il fait Midnight Express pour lequel il aura le Golden Globe de la révélation. Ok. Et en fait, il sera pas nommé aux Oscars, justement par rapport à son attitude, lors d'une soirée pré-Oscar, juste avant les Oscars. Et il a eu une attitude de merde, il a picolé, il a insulté tout le monde. Il a rendu sa chambre d'hôtel, c'était un carnage. Et donc, il est même pas nommé aux Oscars. Il n'est même pas nommé, donc il a quand même mis vraiment en marge. Voilà, il était en marge d'Hollywood. Oui. C'est dans ce sens-là où je le mets un peu avec Devers, qui a jamais eu de César non plus. Et donc derrière ça, quand même, Putman l'engage dans Les Chariots de Feu de Hugh Hudson. Il lui donne quand même un second rôle. Derrière ça, il fait Querelle de Fassbinder. Alors j'ai mon pote Laurent Mallet qui m'en a un peu parlé, puisqu'il a eu la chance et le privilège de tourner avec lui. Et il m'a dit que c'était un mec très pro, très précis. Très bienveillant avec les acteurs, c'était pas du tout une star, ni une diva, ni quoi que ce soit.
Mais il n'a pas la carrière de Devers en termes de filmographie, bien quand sûr même. que non. C'est l'acteur d'un Non. film, les amis. Les amis, c'est l'acteur d'un C'est film. ça, Hein. c'est l'acteur C'est ça, d'un film quand même, comme Tom Lewis dans Amadeus. Et dans le film de Fassbinder, il s'était vraiment bien comporté. Et il m'a raconté une petite anecdote. Ils étaient partis à San Francisco présenter Querelle, Laurent Vallée et Brad Davis, et il me dit, il y a toute une communauté homosexuelle, le film s'est fait huer. On les a très, très bien accueillis. Et quelques années plus tard, ils sont allés à New York ensemble dans une boîte de nuit que fréquentait Fassbinder. C'est-à-dire que Fassbinder prenait l'avion de Berlin juste pour aller dans cette boîte de nuit le soir et rentrer le matin. Wow. Une boîte de nuit new-yorkaise proche de l'Hudson River, et il m'a dit c'était la même boîte de nuit que tu vois dans l'Irréversible, quoi, sur ce qu'il m'en a. C'est pas le Mineshaft dont on a parlé pour C'est ça, Cruisen? tout à fait, c'est ça. C'est C'était Querelle vraiment. de Berlin. Et eux, il me dit on est resté une demi-heure là-dedans, on a regardé ça, c'était un. Et c'est Querelle de Martin Brest, le mec qui a fait le flic de Beverly Hills. Ah, bien, bien. Mais non, je crois qu'il recycle quelque chose que tu as dit il y a 2 ans. Non, il avait dit Tonnerre de Brest. Ah oui, Il avait dit dit Jour de Tonnerre de Brest. C'est un spin-off, j'ai fait, une variation. Et savoir que Brad Davis, alors moi, il est mort assez jeune, il est mort le 8 septembre 91. C'est l'anniversaire de qui? Il est mort du sida. Non, ouais. C'est la date de naissance d'Alexandre Benalla. Tiens, Oh, bah. il est mort. C'est vrai en plus. Hein. Et il est mort voilà, de ses excès, malheureusement. Et, Ouais, il très est mort. jeune, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qui est dit autour de ça? C'est parce qu'il parle de séropositivité. Non, il est mort effectivement du sida, et sa femme a dit qu'il a fait une overdose. Ouais. que c'était un suicide assisté par overdose de drogue. Est-ce qu'il était homosexuel sans non, Il était bisexuel. Il était bisexuel. Parce qu'il était marié, effectivement, et il était. Mais il se droguait, il la disait lui-même, de façon intraveineuse, donc effectivement, il était extrêmement il y a en quand danger. il y a quand même un travail formidable d'acteur, parce que quand il arrive au début, il est quand même après de maquillage, je sais pas je veux dire, de l'intérieur, on voit quand même que s'il s'évade pas, il pourrit de l'intérieur, parce qu'au début, il est tout frais, tout ça nickel, mais il a un look un petit peu il est dans cette veine-là d'acteur américain vraiment qui travaillent comme des malades, et je trouve que son travail à la fin n'a pas été assez salué. Il aurait dû avoir l'Oscar, parce qu'il par rapport à son attitude, c'est ça. Ouais. Mais il est remarquable. J'avais oublié à quel point il était fragile. Fragile, mais c'est pour ça qu'il a pris. Et Alan Parker dit, moi, avec Richard Gere, j'aurais pas pu tout avoir. C'est-à-dire, surtout, Alan Parker a fait un truc très intelligent, c'est qu'il a voulu prendre aucune star pour que les gens puissent vraiment entrer dans une histoire. Parce que même le père, il est extraordinaire. Imagine si tu avais tout d'un coup eu, je sais pas, Ernest Borgnine qui rentre. Ouais. C'est un grand acteur, mais ça te sort du film tout d'un coup. Mike Kellin, c'était le père. Moi, j'ai cru que c'était Paul Scofield, le père pendant longtemps, et en fait, c'est pas lui. Il y avait vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup. Parlons un peu de Paul Smith, Amidou. Ah oui. Je te laisse en parler, c'est magnifique ça. Tu sais qu'il avait un duo avec un acteur dans les années 70 en Italie, où il faisait des parodies de Bud Spencer et Terence Hill, une espèce de. Est-ce que tu as un titre? À Pâques ou à la Trinita? Ouais, énorme ça. À Pâques ou à la Trinita. Et alors moi, j'ai une anecdote. J'avais loué un Bud Spencer et Terence Hill en vidéoclub. Et on t'a eu un Paul Smith. Et quand on t'a vu, mais c'est à chier. On n'avait pas les baffes là qui font. Tu sais, les baffes qui font. Vous en avez une stagne d'un coup. Des baffes qui font carrément presque des coups de poussin ou des trucs comme ça avec les bons gros sandwichs. D'ailleurs, c'est drôle ce que tu dis, parce que Paul Smith a joué Brutus pour Robert Altman dans Popeye, tourné également à Malte. Mais Bud Spencer aurait fait un Brutus formidable. Voilà un film qui a été co-réalisé par Robert Altman et la cocaïne. Parce qu'il y avait il y avait des montagnes de cocaïne. Déjà, il y avait Robin Williams. J'ai déjà raconté dans l'émission, mais Robert Evans, qui était producteur, faisait venir de la cocaïne dans le matériel caméra pour passer la douane. Ce qui fait qu'ils étaient tous Robin Williams en premier. C'est ce qu'aurait dû faire Billy Hayes, hein. Il aurait dû faire Billy Hayes. Mais Paul Smith, il était également Raban la bête dans le Dune de David Lynch, rôle que jouerait par la suite David Bautista. Et c'est quand même un bon acteur, Paul Smith, parce qu'il fait très très peur en Amidou. Il ne parle que dans le film. Il est aussi l'archiduc qui fait les chasses du comte Zaroff dans Maverick, où il veut tuer un Indien. C'est ça, c'est son dernier film. Ah oui, c'est son dernier film. Son dernier film, tout à fait. Et tu as l'acteur d'ailleurs qui joue Rifki, qui est Paolo Bonacelli, donc qui ressemble étrangement, qui a les mêmes cheveux que notre ami Atman. Hein, exactement. Non, mais il ressemble surtout à Rodney Dangerfield. C'est un acteur italien, comme tu sais. Tout à fait, ouais. Et savoir que ce gars-là qui joue Rifki, donc il avait fait le film de Pasolini, Salaud. Salaud toi-même. Il avait fait Caligula. Mais surtout, il a joué avec Belmondo. Personne ne se rappelle dans le Guignolo. Si, moi, je me rappelle. Il joue le rôle de Kamal. Et Jean-Paul lui ferme les doigts dessus.
Et il y a encore un lien avec un film de Jean-Paul, celui qui joue le juge, tu sais, un peu joufflu, Ouais. le juge complètement. Hein. Il a joué avec Jean-Paul dans Stavisky. Waouh. Tout à fait. Le dernier René. Je pouvais pas m'empêcher de penser au Casse, ou avec la fameuse scène où il lui dit Monsieur Aziz, goûtez, ceci est un locum. Mais non, ceci est une corne de gazelle. Et où il lui fait goûter tous les plats de la nourriture grecque. Non, mais là, tu te Et trompes de Omar dialogue. Sharif et Tu Belmondo. peux pas nous enlever ça. Il dit les dolmens à la grecque, les bourgours. Et à un moment donné, Belmondo met le revolver sur la dent creuse d'Omar Sharif en disant si je tire là, fini les dolmens à la grecque. Fini. C'est écrit par Audiard merveilleusement. Non, juste un truc sur Paolo Bonacelli. Quand tu dis Caligula, Salo Salaud toi-même. et Midnight Express, c'est pas quelqu'un qui peut regarder cette filmographie en famille. Hein. Moi, je te le dis. Ouais, Il prend le bébé dans Caligula et qui le jette au sol. C'est lui qui prend le bébé, tu sais, quand il tue Caligula. Wow. Il prend l'enfant, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un film pareil que j'ai vu dans la même époque, moi. Beaucoup trop jeune. Il le jette au sol pendant qu'on poignarde Malcolm McDowell. C'est des scènes, là, quand tu as 13 ans, mais Je me rappelle pas, moi, c'est les scènes que j'ai accélérées. Je regardais d'autres scènes. Tu regardais Police Academy à l'époque. Plus vite, plus vite. Non, mais Rifki, il est Juste un petit extraordinaire. truc, hein, parce que quand on parle de Belmondo, faut être carré. Le Casse, c'est pas Michel Audiard, hein, désolé. Ah, pardon. Ouais. Mais c'était un Verneuil, non? Ouais, C'était bien Merveille, sûr. tout à fait. C'est un Alors, roman de David tu sais Boudis. quoi? Comme j'ai le docteur S. Belmondo avec moi, tu sais quoi? Je vais prendre une douche froide. Pour me Non, punir. Jeff, est-ce que tu peux lui mettre des coups sur la plante des pieds avec une latte de bois? Ah, comme dans Mérig. Dans Mérig, on voit la même chose aussi, le film de Verneuil. Décidément. Ah oui, Il tape les gamins avec ouais, c'est des tortures. Et donc cet acteur s'appelait Gigi Balista, l'acteur qui jouait le juge. Et il y a une seule comédienne dans le film. Hein. Ouais. On voit L'arrivée l'arrivée en nombre comme ça de Paul Smith la première fois quand il le frappe pour la couverture. Ouais. Puis sa deuxième arrivée avec ces deux Film gosses d'horreur, carrément. ils sont aussi gros que lui. T'en vois, on va dire, je sais pas, il y a des choses qui ne il y a des choses qui sont dans le roman, je pense, parce que moi, hélas, je n'ai pas lu le roman. Voilà, je suis désolé, mais il y a des choses qui sont d'une véracité, qui t'envoient un coup de poing sur la culture méditerranéenne, parce que ce qu'a très bien dit Alan Marshall, on voulait travailler sur le côté médiéval de la Turquie par rapport aux croisés, plutôt que le côté blocos nazi dont sortait l'Europe. Et c'était assez intéressant quand même. Et on retrouve tout ce Et cette côté, prison à Malte a effectivement un côté cul de basse-fosse médiéval, t'as raison. Hein. D'ailleurs, Belmondo le dit bizarrement dans le Guignolo. Il dit tout le charme de l'Orient, le loukoum, tout ça, le Coran alternatif. le Coran alternatif. Tu sais cette scène au début du film, sa première nuit qu'il passe en prison, Ouais. où il va prendre une couverture et il la donne et il se fait tabasser le lendemain. Ouais. Ouais. Ça m'a fait penser un peu à la chèvre quand Exactement. Depardieu il se fait choquer. Et la première scène où justement Amidou, le personnage d'Amidou, Paul Smith le tabasse, il y a juste ce plan où il écarte les jambes comme ça, les cuisses. Bon, il y a un pendu enchaîné, Ouais. et tu penses bien qu'il va y passer, et que c'est le début de. Absolument, ça c'est très, pour lui. c'est très Alors, évident. l'acteur, pour dire que Paul Smith est un grand acteur, comme dit tous des grands acteurs, c'est dans le détail, Dieu est détail. Cette façon de décliner de la tête, juste avant de donner un coup. Tu sais pourquoi il fait ça? Il fait ça pour enlever la sueur. C'est très c'est intelligent. formidable. Ouais. Il le prend comme ça, là, juste avant de lui mettre une gifle, mais ça, c'est vraiment. Il y a une vraie réflexion derrière. En parlant de grands acteurs, Randy Quaid, un acteur que j'adorais en particulier dans les années 70, qu'on peut voir dans Bonnie and Clyde, qu'on peut voir dans La Dernière Corvée, il est merveilleux. D'ailleurs, dans la dernière Corvée, il va en prison parce qu'il a volé $25. Et là, il est en prison parce qu'il a volé 2 bougies dans une mosquée, vous avez vu? 2 chandeliers. 2 chandeliers. Ouais, c'est vrai. Randy Quaid est l'acteur le plus il joue toujours des personnages fous et incompris. Sa dernière tentative pour sauver la planète dans Independence Day, quand il prend l'avion et qu'il dit allez, tu sais dire vraiment que c'est l'acteur. Mais il a un peu pété les plombs dans la vie parce que maintenant il est devenu une espèce de survivaliste complotiste, qui a fui Hollywood au Canada et qui a toutes sortes de théories de complot online, tu vois, que c'est un drôle de personnage. Mais là, il est formidable, il est très jeune, tout le monde est très maigre. Et à propos de grand acteur, une autre carte maîtresse du film, John Hurt. Il n'y a que toi qui peux en parler, parce qu'apparemment. Moi, je suis le seul qui a dîné avec lui, grâce à mon père qui a fait Partners avec lui. Il est venu dîner à la maison. Il est venu dîner à la maison une fois et il était absolument merveilleux, charmant. Il a bu tout le vin de mon père. Un grand acteur anglais. Dans la tradition de Richard Burton, mais il était très très sympathique et 5 décennies quand même de cinéma. Le gars. Est-ce qu'il sentait bon ce soir-là?
Parce que tu es au courant qu'il s'est pas lavé pendant les 53 jours de tournage. Il n'y a Incroyable. aucun technicien qui voulait l'approcher. C'est fou, ça. C'est méthode et Ouais. acteur studio. Et il est bouleversant dans le rôle de Max. Je m'en rappelais bien évidemment du Golden personnage. Globe, il a eu le Golden Globe. Très Dans- mérité. Et il Dans a le pas eu film, l'Oscar parce que c'est Christopher Walken qui l'a eu pour Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer. Et à propos, Oliver Stone avait proposé la réalisation au départ. Il voulait que ce soit Michael Cimino qui fasse le film. Et Cimino a dit, je peux pas le faire parce que je fais Voyage au bout de l'enfer. Et c'est Voyage au bout de l'enfer qui aura le meilleur film, les meilleurs réalisateurs C'est comme ça. Oscar. On est dans la même veine de l'Amérique qui règle ses comptes avec la Turquie, le Vietnam. Tu vois, vraiment, on a vraiment que des univers carcéraux où on torture des Américains. Absolument. Il y a un petit peu les hippies, le Vietnam, c'est fini. Tout le monde rentre au bercail. Reagan va arriver. Et vous avez vu la drogue, le côté guide du routard, les chemins de Katmandou, c'est terminé, les gars. Retour au bercail. Spielberg et Lucas arrivent. C'est ça, c'est après Manson et Altamont, Voilà, c'est ça. C'est fini Voilà, le Flower Power. a ouvert la voie pour vous dire c'est fini les hippies, c'est fini tout ça. On rentre Et John Hurt, on peut pas parler de lui sans parler d'Elephant Man, qui est Ah. quand même une performance exceptionnelle aussi. Hein. Donc, Ouais, franchement, extraordinaire. Mais il est merveilleux dans tous les films dans lesquels il est. Et j'ai regretté qu'il ait jamais joué, comme je t'avais dit une fois, Batman, le père de Gary Oldman dans un film, parce que c'est Ah oui, mais un acteur extrême. C'est la photocopie, c'est Ouais. un enfant illégitime. Ouais, et Les adieux de Brad Davis à la fin me bouleversent quand il le chope. Bouleversant. Bouleversant. tu sais, c'est comme il des embrasse grandes sur le scènes front. c'est comme des grandes scènes de livres, tu sais, où tout d'un coup tu as les larmes aux yeux et c'est le comte de Monte Cristo, c'est tout Tout à fait. c'est Ouais, magnifique. Et il laisse cet homme derrière et en lui disant je vais revenir pour toi, mais qu'est-ce qu'il laisse derrière lui, tu te rends compte? Dans cette espèce d'asile de fou avec cette roue qui m'a fait penser à la roue de Conan, sauf que la roue de Conan, tu deviens très musclé, tu as vu, en poussant une espèce de roue. Schwarzenegger se transforme en culturiste en quelques années. Et en ça fait, dépend à Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, non, hein. Tout à fait, si. Ah. Et je deviens roi. Ils ont la chance d'avoir Malte parce que tous les décors sont là-bas. La roue, tout a été fait là-bas. C'est incroyable. On en parlera plus tard, mais c'est un truc incroyable. ouais, mais beaucoup de films se tournent à Malte depuis parce qu'ils ont les plus gros Moi, j'ai tourné à réservoirs. Malte. Voilà, ils ont les plus gros réservoirs d'eau, donc ils ont même tourné Titanic là-bas. Et il y a plein de films aquatiques qui se tournent là-bas. J'ai tourné un Astérix là-bas, ouais, dans les décors. C'est ça. Mais vous avez vu, Brad est sous drogue pendant la promo du film. Et je me demande s'il n'est pas un peu sous drogue aussi pendant le film. Brad Davis, Ah bon ouais. Je vais dire Brad Dourif. Mais ça C'est se le même voit taré. C'est le même taré. dans la photo que tu as mis du Festival de Cannes, ça se voit, il a vraiment pas l'air en forme, Brad Davis. On sent qu'il Ouais, est... ouais, mais je pense que c'est après le film. Mais je pense que quand tu fais un film comme ça te marque, hein. C'est Ah comme oui. Nevers dans Série Noire. Mais C'est- Ouais, c'est il quelque est chose tombé, qui a- il est tombé du wagon du Midnight Express. Mais qu'est-ce qu'il peut jouer de plus dans quoi tu peux tant qu'il est metteur en scène, comment tu peux le distribuer en mieux, tu vois que Ouais, c'est-à-dire que il y a plein de rôles pour lui, mais le problème, c'est qu'il était tellement autodestructeur qu'il n'a pas pu effectivement assurer une carrière à Hollywood où il C'est faut ce quand qu'avait même. dit Coppola. Coppola avait dit à 30 ans, quand tu fais le parrain, qu'est-ce que tu veux faire après? Ouais. Ouais, Ouais, il en a fait quand même. tu fais Apocalypse Now. Pas mal. Attends, par contre, je sais que peut-être il devait être sous-produit quand ce que j'appelle la scène du plombier et la scène de l'évier, où Alan Parker a dégagé toute l'équipe. Moi, j'aurais pas voulu être à la place de Paolo Bonacelli. Je pense que c'est le cascadeur qui était sous l'évier. C'est quand même On le une voit, scène où il est dans On une voit que c'est le cascadeur, mais c'est une scène complètement folle. Moi, cette je scène. la tourne pas. Là, je demande une doublure. Hein. Moi, je la Ouais, tourne. non, mais c'est terrifiant. Le pauvre, il sort. Le pauvre Rifki, c'est pour lui qu'on a mal. Il a pas envie de sortir. T'as vu en dessous. On sent qu'il a pas envie. Il Ah, va mais se- même Brad Davis, hein, il y a une intensité dans cette scène. Et passer toute la scène avec une langue de porc dans la bouche pour la cracher après. Ouais, mais t'as vu, toute l'équipe a fui le plateau pendant cette scène. Oui, on l'a viré. Ouais. Ils l'ont viré. Et il est resté, Alan Parker, il est resté tout seul à la caméra à l'épaule à filmer la scène avec Rifki, un cascadeur et Brad Davis. Et effectivement, ça va très très loin. Mais là, ça va trop loin. Moi, ces acteurs qui poussent la méthode, je sais pas ce que tu en penses, Atman. Il y a un gros retour de manivelle à Hollywood contre la méthode en ce moment. J'en parle dans l'émission souvent. C'est que c'est pas parce que tu joues un psychopathe ou un mec qui pète les plombs que tu dois mettre en danger les gens sur le plateau et te comporter comme une merde au jour le jour. Ce que font des gens comme Joaquin Phoenix ou Jared Leto, qui sous prétexte qu'ils jouent le Joker ou un taré dans un film, se mettent à torturer leur coéquipier. Mais c'est surtout, d'abord, ils se torturent eux, et comme ils ont fait un travail énorme sur eux-mêmes, ils veulent que tout le monde soit au même diapason. Moi, je te dis franchement, moi, je suis le mec, comment dire, Rifki, quand il passe le truc, tu sens que le décor a été détruit pour la première fois, que rien n'est contrôlé, tu vois, y a pas... et c'est surtout cette véracité de ce cinéma un peu documentaire qui pousse les acteurs à y aller. Et moi, j'avais une anecdote avec Jean Rochefort sur l'homme de la Mancha.
c'est pas qu'une histoire de cheval, même. C'est qu'il avait peur que Terry Gilliam lui dise, mais saute, il l'aurait fait, quoi. C'était vraiment, il faut y aller, quoi. Mais c'est comme Tarantino avec Uma Thurman sur Kill Bill, quand il lui dit fais cette cascade en voiture, il n'y a aucun risque, et qu'il lui bousille le dos. Ça, les metteurs en scène peuvent aller trop loin aussi, hein, comme les acteurs. Ou Gérard Houry qui pousse de Funès dans la cuve de chewing-gum. Avec Gérard Darmon. Merci d'alléger un peu l'émission. Nous aussi, on a nos. D'ailleurs, c'est dommage que dans cette prison turque, il n'y ait pas une cuve de chewing-gum comme ça, comme dans Rami Jacob. Ouais. D'ailleurs, à part une prison turque, tu savais que c'était les Belges qui ont inventé les chiottes à la turque. Ah. Mais c'est les Turcs qui ont rajouté le trou. Bravo. Un peu d'humour. on va se griller avec les Turcs et les Belges. Et les Belges, on s'en fout. Il y a quand même des scènes où il n'y a pas de dialogue, justement. Tu sais, ce regard qu'il échange au début à la frontière, là, juste avant, on pense qu'il va prendre l'avion, il se fait alpaguer, il met la main sur l'épaule, et quand il le fouille, tu as le regard entre le flic et Brad Davis, et ces 3 secondes-là, d'échange où tu es un peu paniqué pour lui, on sait, est-ce qu'il va le laisser, parce qu'il sent qu'il a la drogue sur lui, et là il recule, il le pointe l'arme contre lui. Tu as une intensité dans cette scène-là. Mais attends, Jeff, est-ce qu'il n'est pas incroyablement louche? Moi, je vois ce type. Ah oui, moi je l'arrête de suite. Noires. La perruque, les lunettes. La perruque et tout. Ouais. Ah bon, c'est une perruque? Il y a un effet que j'aime pas dans le film. Il transpire, ouais. Il y a un effet, c'est un suspect, là, tu le chopes, il va direct à Guantanamo. Avec ses Ray-Ban, là, et son frisbee. Ouais. En plus, il est américain, il aurait dû se grimer, se teindre les cheveux comme un Turc. Mais le pire, moi, il y a un effet que j'aime pas, c'est le battement de cœur qu'il y a au début et à la fin. Je déteste ce truc tachycardique qui, moi, m'oppresse dès le début dans le film. Je sais pas si vous c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as la place tu te mets à la place du personnage. Voilà, c'est ça qui fait que. Vraiment, la scène finale, on en parlera tout à l'heure, mais tu as aussi une très belle scène dans, il y a pas de ces trucs avec lesquels j'en ai parlé un peu avec Alan Parker. Il écrit sa lettre et juste à côté de lui, il y a une bougie, une bouteille de Coca-Cola qui lui rappelle un peu l'Amérique, la photo de sa femme déchirée. Ouais. Et si tu regardes bien, il y a un tout petit dessin, un petit croquis. C'est un autoportrait de Max, de John Hurt. Wow. Il est bourriffé avec des lunettes de soleil. Il a des seringues à la place des dents. Mais c'est des petits détails. Ça l'a marqué. Tu revois le film. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça, Jeff? Le dessin? C'est ce qu'a donné John Hurt à Alan Parker pour lui dire, voilà mon personnage. Wow. C'est ce que je t'ai dit. C'est un autoportrait de John Hurt. Il a des seringues dans la... mais c'est-à-dire qu'il avait été fait pas sur le tournage, il a été fait bien avant pour lui dire, moi, je veux mon personnage comme ça, lunettes cassées, tout ça et tout. Voilà. Et c'est John Hurt qui l'avait dessiné, c'est beau comme histoire. Beau, ouais. C'est l'autoportrait, ouais. Et il l'a mis dans le film, ouais. C'est aussi au début du film, je sais pas si vous avez remarqué, il a une croix. Il a une croix, Brad Pitt. Absolument. Et au moment, elle n'apparaît plus. Et donc, j'avais demandé il me dit, et Alan Parker m'a dit, les croix n'ont pas leur place en enfer. Waouh, c'est beau. Pourtant, les Turcs, ils ont une église catholique. Enfin, il y a une partie qui est très catholique là-bas. Et peut-être que ça aurait pu le sauver, non? Peut-être. Dans la prison, non, il a dû l'échanger là-bas en prison pour des faveurs. Mais c'est vrai. D'ailleurs, vous savez, le show Abracadapod est très populaire en Turquie. Et vous savez quel est notre nom en Turquie? Non. Abracabakchiche. J'y ai cru. J'ai cru. Non, mais Elia Kazan, qui est né en Turquie, qui est un grec né à Istanbul, fait un grand papier dans Variety, je crois, à l'époque, pour dénoncer le film, pour dénoncer le racisme du film, et il n'aime pas. Lui, il n'est pas content. Il est pas arménien. Il est allé, Elia Kazan. Il est allé voir une prison turque. Exactement. Et il a dit, je sens qu'il m'attendait quand même, parce que la prison était bien rangée, bien propre, etc. Exactement. J'aurais dû faire une visite surprise. Ouais. Les amis, en 2022, quand tu vois certaines prisons mexicaines, certaines prisons même en Russie. Thaïlandaises, hein. Ou thaïlandaises, les mecs, ils sont à 40 dessus, ça se frappe, tout ça. Le dernier film, La Loi de Téhéran, qui est sorti, qui est d'une véracité incroyable. Je pense pas que dans les années 70, il y a eu la clim et les téléphones portables. Hein, vraiment. Non, mais tu sais, il y a une émission qui est très populaire de reality TV qui s'appelle Locked Up Abroad, dans laquelle d'ailleurs Billy Hayes qui est paru, où il montre toutes les prisons à travers le monde, en Thaïlande, comme tu dis, etc. Et effectivement, c'est un truc qui est très réel encore aujourd'hui, il n'y a pas de doute. T'as vu les plaques de hashish dans le film, il les filme comme des stars. Quand c'est vraiment, elles devraient être créditées au générique, tellement il leur fait. Mais c'est surtout qu'en plus,
Il y a un truc quand même assez mal foutu parce qu'il les met là-dessus, mais sont enrobés dans du papier alu. Enfin, ça, c'est quand même assez voyant, quoi. Et puis ça sent normalement, parce que c'est comme ça lui est arrivé d'ailleurs Ah oui, dans ce train, dans l'Orient Express, c'est que ça se met à sentir. Mais ceci dit, la sécurité pré-9-11, le 11 septembre, est pas du tout la même, effectivement. Et Billy Hayes explique qu'à l'époque, tu pouvais prendre 2 poulets et voyager dans l'avion une demi-heure avant, tu vois, il n'y avait aucun problème. Les mecs fumaient, en plus, tu pouvais combattre ça avec de la fumée. Tu vas en fumant parce qu'on fumait des cigarettes. Moi, mais au début, quand il était avec sa veste militaire et sa perruque et tout. Ah oui, mais c'est ça. C'est Travis Bickle, c'est Taxi Driver qui part de Exactement. Mais tu le vois. D'ailleurs, la voix française de Brad Davis, c'est Maurice Sarfati. C'est lui qui a fait qui avait la voix de Niro dans Taxi Rider et de Macadam Cowboy de Dustin Hoffman. Mais Parker est vraiment un très grand metteur en scène et dès les premières images, on sait qu'on était entre de bonnes mains, tu vois, parce qu'il fait passer son exposition aussi de façon très intelligente. Quand il montre Nixon sur le journal dans le bus qui l'emmène vers l'avion, tout de suite on comprend la politique derrière le film sans avoir besoin d'avoir une grande scène où il nous explique que Nixon est ceci et cela, tu vois, c'est très bien écrit par Oliver Stone et il y a toujours ce contrepoint politique qu'il y a dans les films d'Oliver Stone. Toute la semaine a disparu. Ah ben voilà. Non, parce qu'il y a ma fille qui va se mettre là, j'ai encore une demi-heure. On va pouvoir parler de tout, vous en faites pas, j'ai mis un casque. Donc voilà. Non, aucun problème. Non, moi je vais juste parler d'un acteur qui joue dans le film, parce qu'on était sur les acteurs. Kervork Malikian, qui joue le procureur, qui est le type qui se fait frapper par Indiana Jones dans le 3 avec les Rivas, vous vous rappelez, qui protège le Graal, qui est une espèce de croix rouge. Ah ouais. Vous vous rappelez de ça, non? Ouais. Il y a du cake, si tu veux, encore. Mais si tu veux lui donner du cake, on t'attend 2 minutes, hein. Vas-y, pas de problème. Ce que j'adore, Jeff, c'est comme les Turcs se mettent à rire quand ils se rendent compte que c'est pas une bombe, mais que c'est du hashish. C'est du hashish. Tout le monde se met à se marrer, alors que lui, sa vie est baisée, quoi, complètement. Oui, mais lui, il croit qu'il est sauvé à ce moment-là, parce qu'il dit c'est pas grave, parce que le Turc avait peur. Il dit, et alors il croit qu'il va en sortir, parce que les gens croient que c'était une bombe. Ça, c'est bien fait. Ouais. D'ailleurs, c'est sur les scènes de procès, c'est quand même super bien foutu. Tu vois juste l'ombre au départ, tu vois son ombre sur un mur. Il y a même pas de procès. Au moment où il s'adresse au juge, on n'entend même pas la plaidoirie ni rien, parce qu'on sait déjà qu'il va être, qui va prendre pour perpète, quoi. Il y a un truc qui est très bien fait, et qui était très rare à l'époque et qui fait très peur, c'est que les Turcs sont pas sous-titrés. Quand tu as par exemple cet avocat qui se met à l'engueuler comme ça devant tout le monde, etc., et qu'on comprend pas ce qu'il dit, c'est terrifiant. Il fait très peur, ce type avec ses beaux cheveux et sa moustache. Tu te dis c'est fini pour Billy Hayes, tu vois. Et la sentence, elle est juste à la fin. Il parle longtemps, 4 mois. Il dit 4 ans, 2 mois, et il s'en va. Et l'autre, il le regarde là, tu dis. Et 4 ans, déjà 4 ans, ça lui paraît énorme. Et quand son père, on a parlé tout à l'heure, mais les échanges qu'il a avec son père, c'est bouleversant. Et ça m'a troublé, parce que j'avais un ami à moi, malheureusement, qui est parti un peu en vrille, qui est mort du sida, justement, et au procès, son père était à côté de moi, il me dit, j'aimerais les faire à sa place, les années de prison qu'avait pris son fils, à moi. Et ça a forcément ramené au film, quoi. Tout à fait. Ceci dit, c'est pas une très bonne idée de la part du père d'insulter ce gros Turc monstrueux. Ouais, mais imagine c'est ta fille ou ton fils qui est derrière. Tu vas pas. Non, c'est sûr, mais il le laisse seul avec ce type qu'il vient d'insulter. C'est pas, ne le tue pas une faveur à son fils. Mais pour les Américains, nous ayons eu une culture très, très américanisée, très anglo-saxonne. Quand tu vois ce film, tu te dis vraiment, le père s'en va aux États-Unis, il va aller vivre. D'ailleurs, il a cette phrase terrible, Billy Hayes, dans des interviews, c'est ça. Il pensait tout le temps à sa mère. Il pensait tous les jours, elle allait mourir. Quand il vient le voir, sa mère. Et il y a même une scène où il est face à l'avocat vient le voir, il ne le regarde même pas. David, il lui parle tout le temps, l'autre il le regarde même pas. Je crois même plus à ce que tu me dis, quoi, en fait. Ouais, c'est super bien fait, ça. C'est là où il joue très très bien, effectivement, tout en intériorité. Il y a une petite erreur juste au début. J'en avais parlé à Alan Parker, il me dit, personne n'a jamais remarqué. Le passage du Perchman que tout le monde a vu, hein. Il y en a partout des Perchman. Ça se passe le 6 octobre 70, le film. Et la femme de la fiancée de Brad Davis lit le journal quand ils sont dans le camion, là, dans le bus qui l'amène avec Nixon sur la couverture. Et elle lui dit, il y a Janis Joplin qui est morte hier. Ah ouais. Et Janis Joplin n'est pas morte un 5 octobre, elle est morte un 4 octobre. Ah, heureusement et Alan Parker me dit, jamais personne me l'a dit. Et Alan Parker t'a giflé. Alan Parker me dit, personne ne l'a jamais vu. Il en a pris pour 4 ans, il en a pris pour perpète. Je sens que c'est cette émission qui va durer 4 ans, vu votre enthousiasme. Mais au moins, il y a un truc qui est bien dans cette prison, c'est qu'il y a un spa, t'as vu, assez cool, où ils peuvent faire du yoga. Ça, c'est sympathique. Avec la scène où il dit non. Il s'embrasse sur la bouche et après il fait non.
Non, on va presque à la savonnette et c'est non. Le jour où Billy Hayes a été incarcéré, donc ce fameux 6 octobre 70, tu sais qui est né le lendemain, le 7 octobre 70? Non, mais je sais qu'il est mort la veille, Janis Joplin. Matt qui? Matt Damon. L'avant-veille. Matt Damon est né le lendemain. Matt Damon est né le lendemain de l'incarcération de Billy Hayes. Ah bah merci, heureusement que tu Non, l'as. l'avant-veille. Pour nous apprendre ces trivia très importantes. Indispensable. Mais il y a un truc qui est formidable, c'est la scène où il vole l'argent de Rifki, parce que là, on est complètement dans les contes de fées, ou plutôt comme dans un conte des mille et une nuits, tu sais, où on doit aller voler l'argent de l'ogre qui dort avec une clé autour du cou, Tout à fait, et dans ouais. dans cette ambiance de prison turque, presque onirique. C'est très beau avec Max, parce qu'ils sont comme des sales gosses et ils savent pas qu'en fait, la mort est au bout de cette aventure. Et c'est très touchant. Et ce personnage de Max, je le redis encore une fois, est un des grands personnages du cinéma. Et Billy Hayes dit que John Hurt ressemblait exactement à Max dans la vie. Non, mais ça, c'est la grande force des scénaristes, c'est-à-dire qu'il y a les deux versions, tu sais. Tu as celui qui va s'en tirer et on te montre ce que va devenir, en fait, Brad Davis s'il reste. T'as Voilà. vu Rifki quand il part et qu'il se fait beau à la fin avec sa cravate et sa oui. casquette. Là, il fait très Rital. On est en bordure d'Aldo Machon quand même. Ah, il fait très épicier, moi, je trouve. T'as envie de lui demander des loukoums. C'est à Sam CF à un moment donné, hein, je peux le dire. Il a ses petits bagages, il se fait frapper comme les autres, il est un capot. Ce dont on n'a pas parlé, qui est étonnant quand même, c'est que ce type se prend 30 ans de prison pour 2 kilos de hashish qu'il cache sur lui, alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'États d'Amérique, la buzz est libre, si tu veux, et tu vas dans des boutiques qui ressemblent à des Apple Store, à des boutiques Apple, pour acheter de la buzz, alors que ce type s'est retrouvé pendant 5 ans dans une prison turque. Tu me diras, il y a d'autres endroits aux États-Unis où c'est encore très illégal, et c'est encore illégal au niveau fédéral, et tu as encore plein de gens en prison à cause de l'herbe en Amérique, effectivement. Souvent des et les deux chandeliers, c'est très Jean Valjean quand même pour l'autre. Hein. Ouais. Le mec, il fait deux chandeliers, mais dans un lieu culte. Je pense que c'est ça qu'il a joué. Exactement. Cette prison, on a parlé du décor tout à l'heure vaguement, tu sais, ce fort Elmo là. Ils ont tourné l'île aux pirates de Rainy Harlin et World War Z aussi là. Ouais. Et c'est quand même, si tu vois, quand tu vois comme c'est filmé, c'est une cour des miracles ce truc. Ouais. Il y a des combats debout, il y a l'autre qui vend ses clopes, l'autre qui vend ses légumes. Tu as des gamins, des chiens, des chats, des pans. En fait, tu te dis, c'est vraiment la cour de miracles. C'est la ville de Thunderdome. On n'est pas loin de Mad Max. Ouais. Mais c'est un ancien dépôt militaire anglais, parce que c'est une colonie, enfin, je crois que c'est une colonie anglaise, Malte, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'était un comptoir anglais. Moi, j'y suis allé pour un Astérix, le dernier, l'avant-dernier, et je me retrouve en train de manger, parce qu'il y a plein de restaurants, il y a plein d'anglais, il y a plein d'étudiants qui viennent apprendre l'anglais. C'est des bars entiers de whisky. J'étais avec un chef-op du Nirouden, on se baladait là. Et puis un jour, on tombe sur la forteresse. Je dis, mais je connais ce décor. Et je réfléchis comme un malade dans ma tête pendant des heures. Et il dit, mais c'est Midnight Express. C'était un truc très, très drôle. C'était vraiment petite anecdote personnelle. On parlait des costumes du film. Il n'y a pas une grande recherche dans les costumes, hein, vu les fripes qu'ils ont sur le truc. Il y a juste ils ont quand même pris, donc tu disais tout à l'heure, Milena Cano-Nero qui avait fait Orange Mécanique, qui a fait Orange Mécanique, Barry Lyndon, qui a eu un Oscar, tu vois. Shining, elle a eu pour les chariots de feu aussi, elle a eu un Oscar. Et donc tu te dis, est-ce que c'était utile de prendre une si grande costumière pour des costumes de gueux, quoi, en fait, tu vois. Ouais, mais quand même, il y a quand même une couleur. Ah, bien fait, hein, bien sûr. C'est pas. Et puis le costume de Hamidou, ce capitaine turc, il est beau quand même, t'as vu? Ouais. Non, mais ce costume qui scintille quand il vient avec ses deux gosses, ils sortent d'un anniversaire. Étonnant. Le dimanche, ouais. Avec les habits du dimanche, ouais. Les habits du dimanche, t'as un côté carrément. T'as vraiment ce côté, tu sais, du tortionnaire que tu retrouves, qui est aussi ici dans la ligne verte, tu vois. Ces mecs qui arrivent comme ça et qui frappent des gosses devant deux enfants. Tu vois, il y a quand même, regarde, c'est vrai qu'une éducation. Ça, c'est une scène, enfin, Billy Hayes dit que c'est arrivé véritablement dans la vie. C'est pas Oliver Stone qui l'a créé, ça. Et il y a une chose, j'ai trouvé des rapports aussi avec Vol au-dessus des nids de coucou entre l'évier qu'on arrache pour péter la Rifki. C'est l'Indien qui arrache cet évier à la fin de Vol au-dessus des nids de coucou. Et bien sûr, l'asile de fous, où là, on est carrément dans la tératophilie la plus extrême avec des monstres dignes de Freaks de Todd Browning. Et effectivement, Billy Hayes s'est véritablement retrouvé dans un endroit comme ça, mais il dit, lui, que la roue, au contraire, était très thérapeutique pour lui. C'était un truc où il faisait de la méditation, en fait. Mais c'est quand même un des films, toute cette époque-là, même Voyage au bout de l'enfer, c'est beaucoup de films sur l'abandon des addictions, quoi. Tu vois, je veux dire, ça tourne toujours vraiment sur les méfaits de la drogue. Et tu vois, à un moment donné, quand
quand il y a, tu sais, ces deux paquets de pilules là, jaunes et machin, qu'on donne comme des Smarties, qui redonnent à l'autre. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si c'est placebo. Non, mais t'imagines surtout, c'est le genre de pilule à l'époque que ça devait être, au contraire, ce genre de camisole chimique que ça devait être, au contraire, je pense, moi. Une violence inouïe, quoi. Et les habits blancs de ces malades qui sont presque, ils sont habillés comme des infirmiers, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'ils sont habillés presque en civil quand ils sont dans la vraie prison. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ce gros Turc tortionnaire est également dans l'asile en permanence en train de torturer des gens, alors que c'est dans le même endroit, l'asile et la prison? Oui, je pense. Oui, je pense que oui. Ah, d'accord. C'est une fois que les mecs ils ont passé trop de temps en prison, ils deviennent fous, ils sont obligés de les mettre dans la. Ouais. Cette roue avec ces prisonniers qui tournent, en tous les cas, c'est fou. C'est un tableau célèbre de Van Gogh que reprendrait également Kubrick quand Alex Delarge, Malcolm McDowell est en prison dans Orange Mécanique. Ces gens qui tournent comme ça, comme des hamsters dans une roue symbolique. Le Peter Jeffries qui joue Ahmed, là, qui dit qu'il faut pas tourner là, lui, il était dans des Mel Brooks. Ah, voilà d'où je le connaissais. Il jouait dans la folle histoire du monde, je crois. Ok, mais il a une tête incroyable avec un énorme nez. C'est un Anglais qui a fait beaucoup de. On est à l'école Shepperton Ealing, tu vois, très anglaise. C'est-à-dire, les Américains, pour ce genre de film, donnent aux Anglais la procuration de faire du Salas. En fait, ils veulent pas que les Américains se mouillent. C'est un film très anglais, même s'il est produit par des Américains. Ouais. Et tout ce casting anglais qui est autour de Paul Smith, John Hurt, tout ça, qui est américain. Tu vois vraiment que ce type-là de Peter Jeffries jouait souvent des méchants dans chapeau melon et bottes de cuir. Wow, cool, cool. Il fait peur. Tu parlais de Mel Brooks. Mel Brooks a tourné 2 fois avec John Hurt. Il joue Jésus dans La folle histoire du monde. Et il reprend ce rôle d'alien. Il a aussi un rôle dans la folle histoire de l'espace aussi. Exactement, il reprend exactement ce rôle d'alien et le monstre sort du ventre en chantant une chanson avec un chapeau de forme. Et tu sais pourquoi il travaille avec Mel Brooks, John Hurt? Non. Parce que c'est Mel Brooks qui a produit Elephant Man. Bien sûr, bien sûr. Tu sais comment Mel Brooks décrivait David Lynch? Pas gentil. C'est James Stewart de la planète Mars. Parce qu'il disait qu'il ressemblait à James Stewart qui serait venu dans la planète Mars. Il joue dans le dernier film de Spielberg. À propos, il est magnifique. Non, il joue pas son père, pas du tout. Non, il joue pas son père, je crois. Il joue le rôle de John Ford. Dans une séquence exceptionnelle. Excusez-moi les amis, on a parlé tout à l'heure, puisqu'on vous parle d'actualité, R.I.P. Irene Cara, l'actrice de Fame, quand même aussi. Ouais. Et pour revenir au film, c'est quand même très hard, cette scène avec sa copine qui vient le visiter en prison, tu sais, où il se masturbe. Ça a été pastiché par Jim Carrey et Ben Stiller dans The Cable Guy, où tout commence à déshabiller devant lui. Mais c'est tellement dur cette scène, j'avais du mal à me masturber moi-même. Oui. Et il y a des similitudes avec la scène d'audition dans Fame d'Irene Cara, justement. Je sais pas si heureusement, Edmond n'a pas entendu. Il y a des similitudes avec la scène d'Irene Cara? Quand elle passe son audition avec un producteur cracra qui lui demande de se déshabiller, les mêmes plans avec les. Je vais vite revoir Fame, merci. Moi, j'adorais Irene Cara, surtout dans What a Feeling. Non, mais faut pas plaisanter avec cette scène. Moi, elle m'a perturbé. Elle est très perturbée, moi, en plaisantant. Elle est très dure. Ouais, non, elle est terrible. Elle est vraie, elle est véridique. Parce qu'il faut la jouer, hein. Il faut quand même la jouer. La scène aussi bien au niveau de la fille. Donc, on n'a pas cité son nom, c'est Irène Miracle ou Miracle, comme tu l'appelles. Ouais, c'est son premier film, je crois, ouais. Et cette scène est hyper dure, quoi. C'est. Et là, je crois pas qu'elle ait fait grand chose. Je crois pas qu'elle ait fait grand chose après, mais ils sont tous les deux magnifiques dans la scène. Il n'y a pas de miracle dans sa carrière. Et Brad Davis, c'est incroyable. Pardon, j'ai pas entendu. Vas-y. Il n'y a pas de miracle dans une carrière. Il n'y a pas de miracle dans sa carrière. Voilà. Petite vanne à 2 francs. Mais Brad Davis, il est incroyable parce que là, il est devenu l'ombre de lui-même. Il ressemble à Rainfield, qui est le serviteur de Dracula qui est en prison, tu sais, qui a été joué par Tom Waits et Dwight Frye. Et il est tout à fait l'ombre de lui-même. Il est un zombie à la fin. On dirait qu'il est sous zéro d'ailleurs. Et quand il sort de cette prison, moi je m'en rappelais à l'époque, tu sors avec lui, tu respires, même si. Non, et surtout, quand il descend l'escalier, que tu as le garde qui l'interpelle, tu dis c'est bon, il va se faire choper. En fait, tu lui lances les clés. Et tu as un long plan sur la serrure, tu sais, où il va mettre la clé dedans. Ouais. Même une fois qu'il est dehors, qu'il marche, on le filme que de dos, on le voit même pas de face. On pense qu'il est, et on voit cette Jeep arriver. Quand la Jeep arrive, il baisse la tête, encore une fois. Moi, je l'arrête, là. Ça fait 5 ans qu'il baisse la tête et on se dit, il va se faire choper par la Jeep. Ouais. Une fois que la Jeep est passée, il regarde une dernière fois derrière et puis il part en courant. Et quand il saute, et justement, il est rentré. Mais il ressemble à un étrange flic quand même, t'as vu, parce qu'il est très zombiesque aussi à l'extérieur. Là, c'est fort parce qu'il est rentré en prisonnier, il sort en gardien.
La clé est vraiment symbolique, vraiment, tu vois, c'est lui qui se sort de sa propre prison, c'est un symbole incroyable. Et moi, bon, je vais pas déflorer le truc, mais moi, on s'attend vraiment à comment va-t-il retourner aux États-Unis. Et les derniers plans en photo, moi, me bouleversent, c'est surtout le regard de la mer. Ouais. Moi, le regard de la mer, je sais pas Mais si tu as vous vu, avez avant qu'il ne sorte de la prison, il y a un long passage dans le noir. Et c'est vraiment ce passage des ténèbres à la lumière est extrêmement symbolique et magnifique et cathartique. Avec la musique de Moroder qui arrive, tout d'un coup, tu es transporté par une fin qui est absolument extraordinaire. Et on n'a pas besoin de le voir s'évader effectivement en bateau ou revenir, comme tu le dis. On a ces images instantanées à la fin de lui en famille et l'émotion te gagne. Le père, la fille, et puis la mère qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire, tu as une actrice qui vient pour une photo, quoi. C'est ça la grande force des Américains. C'est-à-dire, ils auraient pu prendre quelqu'un peut-être à l'aéroport si un jour ils ont tourné. Ils convoquent une actrice, peut-être qu'il y a dû y avoir une scène, mais en tout cas, ils sortent des photos en noir et blanc qui te racontent tout le film. Voilà. Ouais. C'est un film prodigieux, un film qui a fait mon éducation, qui m'a donné moi vraiment envie de faire pas du cinéma, mais c'est-à-dire c'est vraiment il y a une théâtralité dans cette prison qui raconte tout le monde, qui raconte, je veux dire, comme même presque comme dans Titanic, tu vois, je veux dire, tout est concentré vraiment dans un même endroit et c'est vraiment un microcosme de l'humanité. Et le film d'ailleurs a été tourné sur une île qui est Malte et qui a rendu apparemment les techniciens les acteurs fous parce qu'ils ne sortaient pas, ils n'allaient pas chez eux, ils ne pouvaient pas prendre l'avion, ils avaient 2 restaurants, il paraît que John Hurt racontait qu'il faisait des fêtes tous les week-ends où tout le monde se torchait, tout le monde dansait tellement ils étaient dans une tension. Voilà, c'est un truc incroyable. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage à Constantinople, au bord des rives du Bosphore. Si je devais être enfermé dans une prison turque, ce serait probablement avec vous que je choisirais d'être. Vous êtes maintenant des piliers d'Abracadapod et vous revenez très vite, j'espère, pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où l'on écoute des podcasts, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes pour aider le show, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Voici venu l'heure de vos noms et vos phrases signatures. Jeff. Je n'ai pas prévu de phrase signature, donc je vais laisser Atman commencer. Hein, c'est bien, c'est juste ta 10e émission. C'est bien, Jeff, c'est juste ta 10e émission. Mais tu m'as pas dit de préparer une phrase signature, mais c'est bon, je vais la trouver. Ouais, ça fait juste 10 fois. Moi, elle est très courte, c'est Atman Kelif. Goulou, 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 goulou. C'est ce que dit l'avocat pour dire ça va bien se passer, il pousse tout le monde. Goulou, 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 goulou. Parfait. C'est un peu ethnique. J'espère que ça sera pas mal interprété par nos amis turcs qui regardent le podcast. Mais bon, voilà. Goulou, 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 goulou. Jeff. Jeff Domenech, je vais juste saluer mon ami Charles Gérard, là où il est, parce qu'il était né à Istanbul. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le droit de raconter la vanne de Jean-Paul? Je t'en prie, au contraire. Ah, d'accord. Donc Charles Gérard il avait réalisé des films et on se foutait tout le temps des titres de ses films parce que c'était L'homme qui trahit la mafia, Une balle dans le canon, enfin des titres comme ça. Et Jean-Paul disait et n'oublie pas ton meilleur film, Lèche mes boules à Istanbul. Voilà. Et Charlot me dit mais non Jeff, écoute pas, j'ai jamais tourné dans Lèche mes boules à Istanbul parce qu'il prenait ça sérieusement. Donc où que tu sois mon Charlot, je t'embrasse. Et pour conclure sur ce que tu as dit, quelle est l'aide de camp de Paolo Bonacelli, Kamel dans le Guignolo? Charles Gérard. Charlot. Parade. Et j'ai une petite anecdote parce que je pense pas qu'on passe le Guignolo un jour en podcast. Charles Gérard doit se raser le crâne pour le film. Il doit être chauve. Mais c'était pas écrit dans le scénario. C'est une fois à Venise qu'ils lui disent ça. Et il va voir Alain Belmondo, qui était directeur de production, qui était le frère aîné de Jean-Paul. Il a dit, moi, je veux une prime, sinon je me rase pas la tête. Il fait pas de souci, rase-toi la tête, demain je t'amène la prime. Et Charlot arrive le lendemain tout chauve. Et Alain Belmondo sort un béret, une casquette, il fait, tiens, voilà ta prime pour te couvrir la tête. Mais ça avait l'air d'être un peu la tête de Turc de ce groupe-là, un peu. Oh, bravo. J'ai l'impression. Ce sera le mot de la fin. Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat signing off. Et maintenant, well, they gave me 30 years in Turkey, babe, to learn the Istanbul blues. Accepte.
Atman. Quitter, non, j'ai compris. C'est une électricité. Non, J'ai pas quitter. compris. Et ben non, mais j'ai accepté la réunion. Ok, bah c'est bon. Jeff, t'as accepté aussi? Là, je suis en connexion, là, je suis bien. Moi, je Ouais, t'entends. ouais. Non, non, mais je te sens très connecté là, c'est parfait. Donc, une petite intro. C'est parti. Et bienvenue dans Ciné Chat.